Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Face à JM, nous recevons Ève Parier, directrice du Centre national de gestion. Bonjour Ève Parier, vous êtes directrice du Centre national de gestion. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, dont l'objet est d'évoquer l'enquête réalisée par le Centre national de gestion intitulée « Notoriété et image du CNG ». Je vous propose tout d'abord de vous présenter. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup pour cette invitation déjà pour commencer. Et donc effectivement je suis Ève Parier, je dirige le Centre national de gestion depuis septembre 2019. Et précédemment j'étais responsable d'un groupe hospitalier de la PHP et encore précédemment une carrière de directeur d'hôpital assez classique. Revenons à l'enquête qui est sortie le 7 avril dernier. Tout d'abord, pourquoi avoir réalisé une telle enquête ? Alors comme vous le savez, le CNG est en train de revoir assez profondément sa feuille de route stratégique et nous avons voulu partir des besoins des praticiens hospitaliers et des directeurs qui sont les personnes pour lesquelles nous travaillons. Cette enquête, elle s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de cette feuille de route stratégique et de nos orientations. Elle a eu pour objectif de recueillir les besoins de nos praticiens et des directeurs que nous suivons pour pouvoir avoir des réponses adaptées à ces besoins. Pouvez-vous nous décrire relativement brièvement la méthodologie utilisée pour réaliser cette enquête ? On souhaitait vraiment avoir la représentativité du terrain finalement. On y reviendra je pense, on a à l'issue de l'enquête la perception d'un CNG très éloigné du terrain. Donc le but de l'enquête c'était d'avoir vraiment un recensement très large et tout à fait représentatif des professionnels que nous suivons. Il y a une relative méconnaissance du CNG par les praticiens. Seuls 38% des praticiens interrogés disent connaître bien ou assez bien le Centre national de gestion. Ce résultat était-il une surprise pour vous ? Ce résultat n'a pas été une surprise pour nous. Nous savons que les praticiens connaissent mal le CNG. Nous le savions avant l'enquête, mais ce que nous a permis de faire l'enquête, c'est d'affiner un petit peu quelle image nous avions auprès des praticiens. Et l'objectif, c'est maintenant de corriger ce constat d'une mauvaise connaissance du CNG en étant très pédagogue sur ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, et en communiquant plus à l'égard des praticiens. La grande majorité des praticiens, à savoir 83%, perçoivent le Centre national de gestion comme un organisme de gestion des carrières, notamment via l'organisation du concours. A contrario, peu de praticiens, à savoir 12%, connaissent la mission de soutien du Centre national de gestion. Pouvez-vous décrire en quoi correspond exactement cette mission de soutien et comment elle est sollicitée pour un praticien se trouvant en difficulté? Peu de praticiens savent, c'est qu'elle était dès l'origine dans les missions du CNG. C'est une mission d'accompagnement qui au début était complètement centrée sur les professionnels en recherche d'affectation, qu'il s'agisse de praticiens hospitaliers ou de directeurs, et qui petit à petit s'est élargie à toute personne rencontrant des difficultés dans son exercice. Ces missions de soutien, très concrètement, c'est 6 coachs qui sont des salariés du CNG et qui accompagnent des praticiens ou des directeurs, alors sous différentes formes, accompagnement individuel, coaching individuel, ou accompagnement collectif avec des ateliers thématiques sur gérer son stress, gérer une équipe, voilà, de la posture managériale, etc. Comment un praticien peut y avoir recours ? Eh bien, en fait, c'est un petit peu l'objet de nos travaux en cours, c'est-à-dire de définir dans quelles conditions un praticien peut avoir recours au coaching ou à l'aide du CNG, sachant qu'il y aura forcément une partie des besoins des praticiens qui seront couverts par les employeurs, c'est-à-dire par les établissements eux-mêmes. Donc il faut qu'on trouve le partage entre ce que le CNG doit faire, par exemple peut-être les situations les plus compliquées, les plus aiguës, les plus difficiles, versus ce que doivent faire les établissements en termes d'accompagnement. Voilà, c'est ce distinguo qu'il va falloir travailler et ce sur quoi on va s'atteler dans les prochains mois. Concernant le concours de PH, ne sont-ce pas les modalités du concours, réalisation du dossier, lourdeur administrative, modalité d'évaluation, fréquence des passages, qui seraient un repoussoir plus que le concours lui-même? Et quelles sont les pistes qui sont évoquées? Absolument. Alors oui, c'est essentiellement les modalités du concours. À un moment donné, on a entendu parler du fait qu'on ne voulait plus du concours du tout. On est revenu sur cette idée et donc le travail qui a été enclenché, c'est un travail autour des modalités du concours. Vous avez parfaitement raison. Alors modalités qu'on va
aménagé sous plusieurs angles. D'abord, essayer de rendre ce concours vraiment, en termes de démarche administrative, le fait de recenser vraiment ce qui est utile à la sélection des praticiens hospitaliers. Ensuite, sur les modalités du concours lui-même, vraiment concevoir ce concours pour les jeunes praticiens qui ont un passé de chef de clinique, qui connaissent depuis déjà pas mal de temps le milieu hospitalier finalement. Pour cela en particulier, plutôt orienter ce concours comme un entretien de recrutement, en vrai, quoi, un vrai entretien de recrutement, de motivation, de projet professionnel, plus que comme un concours, je dirais, un petit peu trop administratif. Donc on oriente vraiment les épreuves, les modalités d'inscription, etc., autour de cette notion de projet professionnel. Et c'est ce que les jeunes attendent, je pense, et c'est ce dont les institutions ont besoin. Les établissements, ils ont besoin de recruter des gens motivés. Et puis, dernier aspect également, en même temps qu'on a revu les modalités du concours, nous avons retravaillé également sur les modalités de recrutement, le processus de recrutement, qu'on va essayer de rendre plus fluide, avec moins de temps entre le moment où on passe le concours, on l'obtient, et le moment où on peut postuler sur un poste. Donc avec une tendance à aller vers la publication de postes plus au fil de l'eau. Alors on ne pourra pas le faire tout au long de l'année, mais on essaye d'avoir plus de souplesse pour que les gens accèdent plus rapidement à leur poste. Une autre question concerne le statut de concours de péage en tant que tel, dont on sait que les contours doivent être amenés à évoluer dans le cadre de Ma Santé 2022. Là encore, quelles sont les pistes privilégiées ? Il faut distinguer le processus au moment du concours et puis le processus quand on postule sur un poste de PH. Sur le poste de PH, vous le savez, il y a des avis locaux qui sont émis. L'organisation, elle est vraiment locale. Les établissements organisent, souvent avec les commissions structure et effectives des CME, tout le filtre qui est fait autour de la candidature du jeune praticien qui généralement vient de passer son concours de praticien hospitalier. Là, c'est vraiment à la main des établissements. Maintenant, c'est assez rodé et c'est plutôt un recrutement, je dirais, collectif par les communautés médicales des établissements. Du côté du concours, ce qui a été préservé, c'est vraiment cette notion de sélection par les pairs. Donc l'entretien, il est bien passé avec des praticiens qui eux-mêmes exercent dans les hôpitaux. Et c'est ce fameux entretien donc, qui est national de recrutement qui se passe au moment du concours. Et le changement qu'on opère, c'est maintenant de vraiment axer sur la motivation, la capacité à travailler en équipe, parce que c'est vraiment ça qu'on veut, je dirais, filtrer, entre guillemets, au moment du concours, cette sélection par les pairs avec quelqu'un qui sera en capacité de travailler avec ses pairs dans de bonnes conditions. Cette flexibilité du temps passé pour les praticiens à l'hôpital fait réémerger la notion de praticiens à temps partiel, qui étaient les praticiens avant les ordonnances Debré, où les praticiens étaient vus comme des agents de passage au sein des différents services. Y aura-t-il ou est-il prévu un moyen de contrôle de l'effectivité du temps passé à l'hôpital et qui était déclaré dans le contrat des praticiens hospitaliers ? C'est un risque tout à fait perçu par tout le monde, d'où les débats autour de quel est le niveau minimum de temps, effectivement, pour que quelqu'un appartienne à une équipe. Je pense que ce qui est important, c'est surtout pour éviter le côté je passe, je viens, je fais juste mon temps et je ne suis pas intégrée dans une équipe, c'est de surtout travailler sur le projet du service. Et donc une personne, même si elle est dans un exercice mixte ville et hôpital, si le projet dans lequel elle s'inscrit, cette personne, est clair, si on sait ce qu'on attend de cette personne, si on est précis sur la contribution qu'apporte cette personne, moi je pense qu'on évite ce problème de un petit peu consommateur de l'hôpital et je viens et je repars sans m'impliquer. Concernant la possibilité de moduler son temps de travail à l'hôpital et de favoriser l'exercice mixte, il y a aussi dans le même temps, à travers la loi RILS, l'apparition d'une clause de non-concurrence qui permettrait au directeur d'empêcher les médecins d'exercer une activité libérale dans un rayon de 10 km autour de l'établissement dans lequel ils ont exercé. N'y a-t-il pas là une incohérence entre cette volonté d'exercice mixte et cette clause de non-concurrence ? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'incohérence, tout simplement parce que les situations sont très variables d'un établissement à l'autre, d'un territoire à l'autre. Il y a certains établissements pour lesquels certaines filières de soins reposent sur quelques personnes
Et on sait que si un des médecins qui occupe un poste titulaire part s'installer en posant sa plaque juste en face, c'est toute la filière publique qui risque de tomber. La corde de rappel de ce que vous venez de dire, la clause de non-concurrence, c'est ça, c'est le fait de lutter contre ce type de situation. Après, tout ça est régi par un certain nombre de textes, et c'est pas le bon vouloir du directeur qui dit non, oui, en fonction de son propre raisonnement. Tout ça doit être justifié. Il faut prouver que effectivement ça met en péril l'établissement, et donc le déclenchement de cette clause de non-concurrence, elle est, je dirais, quand même encadrée, c'est pas l'arbitraire. Revenons à l'enquête. Concernant l'image du Centre national de gestion, les jeunes praticiens ont globalement une mauvaise opinion, avec un ressenti d'un organisme très bureaucratique, centralisé, distant et opaque. Il est probable que cette image ne soit pas différente de celle qu'ils ont, notamment des syndicats professionnels, au vu de la participation aux dernières élections professionnelles. Comment expliquer un tel niveau de défiance selon vous ? En fait, l'enquête montre qu'il y a une sorte de paradoxe. Il y a à la fois une très grande méconnaissance et une certaine défiance, qui est directement lié au sentiment que le CNG est administratif et lointain par rapport aux préoccupations des praticiens. Mais en même temps, quand vous demandez aux praticiens sur quoi nous pourrions nous améliorer, il y a une très forte attente en fait. Il y a de l'attente autour de l'accompagnement dans les parcours, de l'attente autour du soutien que le CNG pourrait donner dans des situations difficiles. Donc c'est une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de distance, d'institution très administrative, mais en même temps il y a de l'attente. Je pense que les gens se disent qu'on pourrait jouer un rôle qu'on ne joue pas. Voilà. Un élément frappant qui ressort aussi de cette enquête, le sentiment d'impuissance du Centre national de gestion face à certaines situations locales. Le CNG a-t-il les moyens de contrecarrer les dérives managériales dans certains établissements avec des schémas de gouvernance propices au népotisme? Moi, je rejoins le constat des praticiens hospitaliers qui est que le CNG intervient généralement trop tard. Nous devons être beaucoup plus en conseil, en anticipation des difficultés et pas arriver quand le feu a déjà pris dans les 3 étages de la maison. Pour avoir ce rôle un peu de conseil, il faut renouer le dialogue et la discussion avec les établissements, avec les agences régionales de santé, pour qu'on soit perçu vraiment comme aidant et pour travailler sur des solutions ensemble. Donc ça, c'est vraiment important d'être en anticipation. Le deuxième point sur ce que vous dites sur le népotisme managérial, ça c'est au cœur du sujet du CNG, que ce soit pour les directeurs ou pour les praticiens, c'est de les aider dans un développement professionnel qui fasse d'eux des bons managers. Et là-dessus, on a parlé tout à l'heure des soutiens et des accompagnements qu'on peut activer. Il y a aussi la notion de formation. Alors nous ne sommes pas un institut de formation, mais je pense que nous avons un rôle à jouer pour essayer de guider les professionnels pour qu'ils aillent chercher les bonnes formations qui seront, elles, financées au niveau des établissements. Cela nous amène aux attentes des praticiens hospitaliers révélées par l'enquête, dont l'une des priorités est globalement de remettre l'accompagnement et la proximité dans la gestion des carrières. Comment le CNG compte-t-il s'y prendre ? La première étape, c'est vraiment de définir à quel moment les praticiens vont pouvoir avoir recours au dispositif de soutien et d'aide du CNG. Quelques exemples. Au moment où on vient d'être élu président de CME, ça ne s'invente pas, président de CME, on est censé d'ailleurs donner une formation au président de CME, une formation d'adaptation à l'emploi, ce qui n'est jamais fait aujourd'hui concrètement. Donc on pourrait imaginer que systématiquement, à chaque élection, nouvelle élection et donc arrivée d'un nouveau président de CME, il est soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement dans un atelier collectif avec ses pairs pour apprendre ce métier et partager sur les pratiques. Ça, c'est un exemple. On pourrait imaginer la même chose pour, par exemple, des chefs de pôle, idem. Là où nous aurons probablement à fixer le curseur, c'est qu'il y a donc à peu près 45 000, 50 000 praticiens. On ne va pas pouvoir couvrir, évidemment, tous les besoins. Notre objectif, notre priorité, c'est vraiment les managers. Donc, ça, ce qui permettra de répondre à la question de l'amélioration du niveau global de tous les managers à l'hôpital. La clé ne réside-t-elle pas dans la transparence et l'évaluation des processus managériaux au sein des établissements ? Ainsi, la quadruple mission prônée par certains hospitalo-universitaires n'est-elle pas illusoire, pour ne pas dire anachronique ? Ça, c'est un vaste débat, Emmanuel. Moi, quand j'étais en établissement, c'est un sujet que j'abordais très régulièrement avec des chefs de pôle, des chefs de service. On sent quand même un mouvement pour éviter le cumul des mandats. En tout cas, moi, je l'ai observé dans les établissements où je suis passée, où il commence à y avoir un peu de régulation par rapport à ça. Dans l'univers hospitalo-universitaire, c'est très compliqué
pour même un jeune PUPH de ne pas imaginer qu'il sera le chef de service, parce que ça a un côté à la fois très valorisant, et puis c'est l'aboutissement pour lui d'une carrière, alors même qu'il peut avoir au sein de son équipe un praticien hospitalier qui est bien plus à même que lui de gérer l'équipe, parce qu'il est un organisateur et que c'est pas forcément ce qui intéresse le jeune PUPH. Donc là-dessus, je pense que les mentalités ont besoin d'évoluer, mais voilà, on est quand même dans un schéma, une école qui est la passation un peu du mandarinat, comme on le connaît. Je pense que ça commence à évoluer, mais ça prendra du temps. Le ministère de la Santé a confié à un médiateur national, Édouard Couty, à travers notamment des médiateurs régionaux, la mission de rétablir du dialogue entre les médecins ou les directions hospitalières en cas de conflit. N'y a-t-il pas un doublon entre le rôle de ces médiateurs régionaux et le CNG ? Les deux actions sont complémentaires. L'action de médiation, elle est dans une volonté un petit peu d'anticipation des conflits, d'essayer d'arriver à déminer les conflits avant qu'ils n'atteignent un niveau tel qu'il y a un clash entre les professionnels. Donc le rôle des médiateurs, c'est vraiment d'être sollicité par les gouvernances, les communautés hospitalières, par tel ou tel praticien, pour essayer de résoudre des conflits interpersonnels ou au sein d'une équipe qui se mettent en place. Le CNG, lui, il doit être informé de la mise en place de ces médiations, mais il n'a pas forcément à intervenir immédiatement. Il interviendra dans un second temps s'il y a des répercussions statutaires, voire éventuellement disciplinaires, qui interviennent, mais ça serait plutôt en cas d'échec de la médiation. L'idéal, c'est quand le médiateur il résout les problèmes et que le CNG finalement est juste tenu informé et puis que ça se résout grâce à la médiation. Concernant les situations conflictuelles qui peuvent exister entre praticiens hospitaliers et direction, on ne peut pas ne pas évoquer la situation du CHU de Poitiers. Quelle prise a aujourd'hui le CNG sur cette situation spécifique ? La première étape, c'est la prise de conscience par la communauté médicale et globalement la communauté hospitalière de cette difficulté. Et on a maintenant tout un arsenal de mesures qui peuvent être prises au niveau des établissements. Ça va des procédures de recrutement des chefs de service et chefs de pôle, avec une approche beaucoup plus collective et beaucoup plus de mise en concurrence sur la base d'un projet qui est défendu par les gens qui veulent postuler pour être chef de service ou chef de pôle, jusqu'à la résolution, la mise en place de conciliation locale, avant justement d'avoir recours à la médiation régionale ou nationale. Et tous ces outils-là, ils existent, ils commencent à se déployer dans les établissements. Et donc, typiquement, j'ai pas de doute sur le fait qu'au CHU de Poitiers, les choses commencent à se mettre en place et que cela puisse avancer. Après, il y a une question de génération. Il faut que petit à petit, les responsables des structures, y compris médicales, puissent être recrutés sur des critères qui soient des critères managériaux avant tout. Enfin, étant directrice du Centre national de gestion, je ne peux pas ne pas vous demander de nous faire un retour sur les recours contentieux reçus par le Centre national de gestion dans le cadre de l'exclusion des praticiens hospitaliers nommés avant le Ségur concernant la suppression des 3 premiers échelons. Alors, les contentieux, ils ont été extrêmement importants, plusieurs milliers. On a été, de côté CNG, inondé de recours. Dans un premier temps, recours gracieux des praticiens hospitaliers auprès du CNG. Et puis maintenant, on passe à la phase suivante, c'est-à-dire recours contre la décision du CNG auprès des tribunaux administratifs. Ces recours-là sont complètement liés au recours que vous avez mené sur le décret pris par le ministère, puisque finalement, le CNG ne fait qu'appliquer les accords du Ségur et donc ce décret ministériel concernant ces reclassements. Donc la suite de l'histoire, on verra ce que donne ce recours contre le décret qui est le texte source de ces reclassements. Ève Parier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand bravo pour cette enquête qui montre un souhait de transparence de la part du Centre national de gestion et une volonté d'action dont on espère que le politique saura se saisir. Merci à vous.